Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama. Aujourd'hui, un instant rolling un peu spécial, puisqu'on ne va pas traiter d'un archétype, mais bien de certaines cartes en particulier, un peu comme j'ai pu le faire par le passé avec l'épisode 2. On va aborder donc le sujet de prohibition et d'inhibiteur psy, qui ont tous les deux un effet similaire, tournant autour du fait de rendre une carte impossible à utiliser. Mais le problème, c'est de définir ce que veut dire utiliser dans ce contexte, et c'est ça que je vais m'efforcer de faire dans cette vidéo. Je me base pour cela sur un article de Yu-Gi-Oh! Organization que vous pourrez retrouver en description. Mais avant de commencer, je dois vous avertir que je vais également parler de la version OCG de Prohibition, puisqu'il y a maintenant 3 ans de cela, la carte a été rééditée là-bas avec un texte beaucoup plus clair et qui explique en détail ce qu'elle interdit. Et ce qui est bien, c'est que ça n'a pas changé la définition du mot « utiliser » dans ce contexte. Donc en fait, on pourrait très bien avoir cette version chez nous à l'avenir, et ça ne changerait pas le fonctionnement de la carte. Enfin, à une exception près, qui a quand même son importance, c'est qu'en OCG, maintenant, la carte limite les cartes avec le même nom d'origine que la carte que vous avez déclarée, et non uniquement le nom, donc le nom actuel. Ceci fait que chez nous, il va falloir parler d'un cas supplémentaire, mais bon, au final, c'est pas très compliqué. Je vous affiche donc la version OCG traduite en français par mes soins, d'où le fait que ce visuel soit bien indiqué comme étant une carte non officielle. Elle a juste été faite sur un éditeur de cartes. Vous aurez le lien de la page Wikipédia de la carte, également dans la description, pour pouvoir consulter le texte original, ainsi que sa traduction en anglais. On y lit donc que les cartes avec un nom d'origine identique au nom déclaré sont soumises aux restrictions suivantes. Elles ne peuvent pas être placées sur le terrain, elles ne peuvent pas être activées, et aussi leurs effets ne peuvent être ni appliqués ni activés. Elles ne peuvent pas être invoquées ou posées. Elles ne peuvent ni attaquer, ni changer leur position de combat, et elles ne peuvent pas être utilisées comme matériel pour une invocation spéciale qui nécessite des matériels. On fait donc table rase purement et simplement du terme « utiliser » et à la place on décrit tout bêtement toutes les restrictions. En TCG, on a donc uniquement le terme « utiliser » mais il correspond bien à toutes ces actions, donc je vais laisser les cartes en parallèle pour que vous puissiez voir à tout moment. Je ne vous cache pas qu'on va surtout parler de prohibition, puisqu'il y a un twist supplémentaire, mais du coup comparons avec l'inhibiteur psy tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Prohibition ignore les cartes qui sont déjà présentes sur le terrain, y compris les cartes qui sont présentes face verso. En revanche, l'inhibiteur les prend bien en compte, lui. C'est pour ça que vous avez à la fois la restriction de ne pas pouvoir placer les cartes sur le terrain, ainsi que celle qui empêche d'attaquer ou de changer la position de combat. En fait, ça fait partie du terme « utiliser », et donc ça a été inclus sur Prohibition, même si, dans le contexte de Prohibition, ça semble un peu inutile. Sur l'inhibiteur, ça aurait tout de suite beaucoup plus de sens, puisque ça serait concret. Et bien entendu, dans les autres différences, on a le fait que Prohibition applique sa restriction en tant qu'effet continu, et donc il faut qu'elle reste sur le terrain, alors que ce n'est pas le cas de l'inhibiteur. Une fois qu'il a résolu son effet, c'est bon. Par contre, cet effet a une durée limitée. Et comme je le disais, en OCG, Prohibition touche au nom d'origine, alors que les deux cartes en TCG touchent au nom actuel. Ça veut dire que si vous déclarez le nom Cyberdragon et que j'ai en main Noyau Cyberdragon, alors je peux l'invoquer, mais une fois sur le terrain, ou alors dans le cimetière c'est pareil, son nom devient Cyberdragon, et la carte tombe alors sous le coup des restrictions. Et on ne peut donc même pas activer son effet obligatoire à l'invocation. Et là on comprend mieux l'intérêt de préciser qu'elle ne peut ni attaquer, ni changer sa position de combat. Alors oui, encore une fois, en OCG, Prohibition ne touche qu'au nom d'origine, et donc dans ce cas, le noyau n'aurait aucun problème sur le terrain, puisque son nom d'origine, ça reste Noyau Cyberdragon. C'est juste son nom actuel qui devient Cyberdragon. Mais j'imagine que là aussi en OCG, ça a été mis non seulement par principe, que les cartes ne peuvent pas attaquer ni changer leur position de combat, mais aussi c'est future-proof dans le sens où on sait jamais, peut-être qu'un jour une carte pourrait changer son nom d'origine sur le terrain, auquel cas ça retrouverait de l'importance. À ma connaissance, ça n'existe pas encore, mais c'est pas une mauvaise précaution à prendre. Et puis nous, en TCG, ça nous arrange bien d'avoir cette liste telle qu'elle est comme référence pour le moment. Et dans ce cas, on pourrait se demander si en TCG, vu qu'elle devient inutilisable à cause de Prohibition, il n'y aurait pas un paradoxe. En effet, on lit bien que ces effets sont impossibles à appliquer, donc on pourrait se demander si le jeu ne va pas boucler sur lui-même, avec le nom qui devient Cyberdragon, puis du coup ça peut plus être appliqué, donc la carte redevient Noyau Cyberdragon, puis du coup, vu que c'est Noyau et plus Cyberdragon, elle peut réappliquer son effet, et ça recommence et ça loupe à l'infini. Bon, comme vous aurez pu le constater, ce n'est pas le cas, la carte restera Cyberdragon et sera restreinte à partir de là. Mais du coup, maintenant qu'on a établi ce qu'une carte déclarée ne pouvait pas faire,
que peut-on faire avec? Car je pense que vous allez être un peu surpris de certaines choses qu'on peut encore réaliser en les utilisant. Tout d'abord, on peut les utiliser pour payer un coût d'activation, ou alors pour la procédure d'invocation d'un monstre, ce qui inclut également tout ce qui est sacrifice. On peut également la cibler, on peut l'affecter avec des effets, on peut copier son nom, ses effets, ses stats, et on peut également changer sa position de combat via un effet de carte, car la restriction ne s'applique en fait que sur le changement de position manuel, fait par un joueur. Il est également possible de les déplacer d'un endroit à un autre, tant que c'est pas pour aller sur le terrain. Vous pouvez l'ajouter à la main, l'envoyer au cimetière, etc. On applique également tout effet persistant qui a déjà été résolu. Donc par exemple, si le zombie épidémique a été invoqué via son effet, il sera quand même banni lorsqu'il quittera le terrain, même si entre-temps son nom a été déclaré. Et bien entendu, on applique toujours les conditions des cartes. Solkin Ultimaria sera toujours traité comme de niveau 12, et vous ne pourrez toujours pas invoquer ou poser dans les zones monstres extra pointées par Zéroboros. Une condition n'est pas un effet. Et c'est la même raison pour Exodia, ça n'empêchera pas un joueur de déclarer sa victoire si vous avez déclaré une des parties, même la tête. Et enfin, il ne nous reste que la déclaration en elle-même à aborder, plus précisément ce qu'on a le droit de déclarer et comment. Vous ne pouvez déclarer que le nom d'une carte légale en TCG, et ça s'étend aux cartes qui sont toujours traitées comme autre chose. Donc là, on ne parle pas du noyau, qui est uniquement traité comme Cyberdragon sur le terrain et dans le cimetière, mais plutôt de cartes du genre Damarpi 1, 2 et 3. Ces noms en réalité n'existent pas pendant un duel, car elles sont toujours appelées Damarpi tout court, et peu importe où elles sont. Donc vous ne pouvez pas déclarer Damarpi 1, vous devez déclarer Damarpi tout court. Vous ne pouvez pas non plus déclarer jeton, ou le nom d'un quelconque jeton en particulier. Ça, c'est tout bonnement impossible. Et pour terminer, vous n'êtes pas réellement obligé de déclarer le nom entier d'une carte, car c'est considéré légal du moment que vous décrivez suffisamment la carte pour que vous et votre adversaire soyez d'accord sur ce dont on parle. Donc, si vous dites juste « soldat du lustre noir » sans rien de plus, alors vous avez déclaré le rituel de base, et ce sera tant pis pour vous si vous vouliez parler d'une autre version. Mais si vous voulez parler de l'émissaire du commencement, et que vous ne vous souvenez plus du nom exact, vous pouvez toujours dire par exemple le monstre à effet soldat du lustre noir qui s'invoque en bannissant un lumière et un ténèbre, et qui peut soit bannir un monstre, soit attaquer une deuxième fois. A priori, ce genre de description, ça devrait aller. Surtout que si vous le déclarez, c'est certainement parce que vous savez déjà que votre adversaire le joue, et donc lui aussi sait très bien de quoi vous parlez. Vous pouvez toujours rajouter autant de détails que vous voulez, si c'est nécessaire. Et au pire, appelez un juge pour aller sur la base de données officielle pour retrouver la carte en question, ça devrait régler n'importe quel doute. Voilà qui met fin à cette vidéo, c'est un petit sujet dont je voulais parler depuis plusieurs mois, et c'est enfin fait. J'espère que cette clarification vous aura aidé, et j'espère aussi qu'on aura vite le texte clarifié chez nous. En attendant, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens!